Nous nous retrouvons autour de cette table ronde où nous allons discuter de l'état des lieux de l'homophobie en France et dans le monde avec Sébastien Tuller, qui est donc responsable de la commission orientation sexuelle et identité du genre à Amnesty International, et du Ludovic Lemarié, qui lui est représentant de SOS Homophobie, et qui est également comédien et qui présente un certain nombre de spectacles où sont abordés ces différents thèmes. Donc ce que je vous propose, c'est que nos deux intervenants fassent un petit peu la présentation de leur association, qu'ils fassent ensuite un point d'actualité sur ces questions-là, et puis qu'ensuite on discute sur bien en quoi l'université peut aider à lutter contre l'homophobie, quelle est notre utilité et qu'est-ce qu'on peut faire. Donc là, on fait ça de façon, on est peu nombreux, donc on fait ça de façon très, je dirais, très naturelle. Donc si vous avez des questions en cours de route, n'hésitez pas du tout à interrompre nos intervenants qui répondront très volontiers à vos questions. Donc on va commencer, on va aller du plus petit au plus grand. Donc on va commencer par que se passe-t-il, enfin la présentation de SOS Homophobie dans un premier temps. Ce que je vous propose, c'est que je vous parle effectivement de l'association d'abord, que je vous donne peut-être quelques petits chiffres à retenir parce que il y en aurait beaucoup à dire, à annoncer, à retenir. Quelques-uns qui peut-être pourraient permettre d'avoir ensuite un échange. Donc je vais essayer d'être assez concis sur ce que peut faire aujourd'hui SOS Homophobie autour de la lutte contre les LGBT-phobies, pour qu'on ait un vrai temps du coup d'échange et que ça aille peut-être vers des possibilités de formulation d'action à faire au sein de votre structure et de l'université. Donc notre association SOS Homophobie a 25 ans. Elle a été créée donc en 1994, à l'origine autour d'une ligne d'écoute. C'est principalement la ligne d'écoute qui a démarré l'association. Pourquoi ? Parce que beaucoup de couples notamment, c'est une partie de l'histoire en lien avec le sida notamment, où beaucoup de couples se retrouvaient avec un des deux compagnons, par exemple, pour les couples gays. C'est ce qui explique pourquoi l'association est composée à la base de gays, mais qu'elle est plus mixte et plus diverse aujourd'hui. Beaucoup de couples gays touchés par le sida. Un des compagnons mourait et l'autre compagnon se retrouvait sans rien, sans sécurité, sans moyen de survivre parfois, avec des situations conflictuelles avec les familles du conjoint. Donc à la base c'était plutôt lutter et avancer vers une égalité des droits et une protection des conjoints dans les couples de gays et de lesbiennes. Après ça s'est développé un peu plus. L'association elle compte aujourd'hui 18 commissions nationales, 20 délégations territoriales, 1500 adhérents, dont 500 bénévoles plus actifs dans les différentes délégations. Les délégations les plus importantes sont l'Île-de-France, PACA, Strasbourg, et puis d'autres, Nord-Pas-de-Calais, Bretagne, qui sont assez développées. Mais on ne couvre pas encore tout le territoire. Les trois missions principales qui sont celles des SOS Homophobie, c'était d'abord de soutenir, donc par la ligne d'écoute. Dans les missions de soutien, se sont développés aussi un soutien juridique assez rapidement et qui prend de plus en plus de temps à nos bénévoles. Pour soutenir des actions en justice ou simplement des rappels à l'ordre dans le milieu de l'entreprise notamment, des rappels à la loi plutôt. La partie prévention que je connais un peu plus, qui est développée depuis 15 ans, ce sont des interventions en milieu scolaire qui ont démarré donc en 2004 et on a l'agrément de l'Éducation nationale pour intervenir dans les classes de la 4e à la terminale. Pour déconstruire les différents préjugés, d'abord autour des discriminations et du sexisme, et ensuite autour de l'identité de genre et de l'orientation sexuelle, pour finir. Cette prévention, elle passe aussi par les formations pour adultes, qui se développent de plus en plus aussi dans les entreprises,
dans les universités, auprès des enseignants. On peut aller très bien chez Uber ou Disneyland que qu'en prison à Villepinte par exemple. Donc on touche différents publics sur la prévention. Si vous avez des questions, je pourrais y répondre un peu plus. Voilà principalement pour la partie prévention qui nous tient à cœur, parce qu'on estime que oui, il faut soutenir, mais pour éviter d'avoir de plus en plus de personnes à soutenir après agression, après insulte, après discrimination, l'essentiel pour nous, c'est d'aller vers la prévention dans un premier temps. Et puis militer, où je développerai peut-être pas beaucoup plus, sauf si vous avez des questions. La partie militante de notre association, ça vise déjà à une égalité effective des droits dans les différents domaines, ce qui est déjà un grand travail. Il y a encore un grand travail à faire de ce côté-là. On verra que si vous avez des questions sur les différents domaines, notamment des questions en cours peut-être sur la PMA, voilà, ça avance par étapes. Il y a encore des choses à faire avancer de ce côté-là. Voilà pour l'association. Un petit rappel de chiffres peut-être d'une dernière enquête de l'IFOP avec l'Observatoire LGBT+, et la DILCRA, qui date d'avril. 55% des personnes LGBT, donc lesbiennes, gays, bi, trans, ont subi des agressions homophobes. 55%. 29%, dans 29% des cas, ce sont des insultes ou des injures. Dans 22% des cas, des violences physiques. Et dans 18% des cas, ce sont des menaces d'outing. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que l'outing, ça fait référence au coming out. Le coming out, c'est le fait d'annoncer personnellement, individuellement, pour soi-même, qu'on est un homme ou une femme, qu'on a une orientation sexuelle bisexuelle, qu'on soit gay, lesbienne, ou pas hétéro justement. Il n'y a pas besoin de coming out. Et donc l'outing, c'est par exemple des collègues ou des proches qui vont le dire à notre place. Voilà, si vous avez plus de questions, n'hésitez pas ensuite. Et quelques chiffres qui pourraient être un peu positifs. 85% des personnes considèrent que l'homosexualité est une manière comme une autre de vivre sa sexualité. C'est plutôt un bon chiffre qui pourrait être amené à évoluer encore. 89% estiment que les couples de même sexe avec des enfants doivent avoir les mêmes protections juridiques que les autres familles. Et 78% pensent que l'état civil des personnes trans doit pouvoir être changé simplement. Voilà quelques chiffres. Au dernier trimestre 2018, une agression physique par jour a été signalée à SOS Homophobie. On pourra essayer de comprendre ensemble pourquoi aussi. Peut-être plus de visibilité ou peut-être plus de connaissance des droits par les personnes concernées. J'ai hâte d'écouter vos réponses sur ce sujet. 54% des cas signalés en 2018 concernent la vie quotidienne, avec en tête les lieux publics et le travail. Juste pour information, parce qu'après je pourrais vous donner peut-être plus de chiffres sur le travail si vous le souhaitez. Le fait qu'une entreprise ou qu'une structure dans laquelle on va travailler montre une communication plus LGBT-friendly est un des premiers choix pour les personnes LGBT dans leur choix d'entreprise dans lequel ils vont postuler. Et elles vont postuler. Donc, qui passe devant la volonté d'un salaire ou d'un travail proche de chez soi, par exemple, qui sont en tête dans les autres catégories de personnes. Voilà, pour lancer un petit peu le débat. Je crois que je m'arrête là et puis on pourra compléter ensuite. Oui, donc Sébastien, si vous pouvez de votre côté nous parler un petit peu de ce que fait Amnesty International, qui pour le coup, qu'on connaît sous de multiples aspects, donc quelle place tient la lutte contre l'homophobie dans l'association ?
Oui, merci, bonjour. Merci déjà d'avoir organisé cette table ronde. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas l'association, la vision d'Amnesty International, c'est la vision d'un monde où chacun peut se prévaloir des droits garantis dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans les textes internationaux relatifs aux droits humains. Et donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les droits des personnes LGBTI font partie intégrante des droits humains, et c'est ce qu'on a voulu illustrer dans l'exposition qui est affichée aujourd'hui, que en fait, ce que l'on demande, c'est pas de nouveaux droits ou des droits spécifiques, mais bien l'application des droits fondamentaux. Donc c'est le droit à la vie. Il y a un ministre de l'éthique en Ouganda qui a déclaré la semaine dernière, il y a quelques semaines, vouloir remettre un projet de loi au Parlement qui viserait à condamner à mort les homosexuels. C'est l'interdiction des traitements inhumains et dégradants, c'est ce qui se passe actuellement en Tchétchénie par exemple. C'est l'interdiction des discriminations, le droit de mener une vie familiale normale, par exemple l'accès à la procréation médicalement assistée pour les femmes seules, les femmes lesbiennes ou les personnes transgenres. Donc voilà, c'est vraiment les droits des personnes LGBTI, c'est l'application des droits fondamentaux, et que l'application des droits fondamentaux, rien de plus. Et justement, sur les 5 dernières années, on a assisté à un climat anti-LGBT qui est apparu un peu partout dans le monde, et qui continue aujourd'hui. Même s'il y a des grandes avancées qu'il faut saluer, il y a aussi de nouvelles inquiétudes, et il ne faut pas s'arrêter aujourd'hui à certaines victoires, au contraire. Et donc, si on peut saluer qu'il y a de plus en plus de visibilité dans les médias, dans les séries, des minorités de manière générale, on observe aussi que certaines émissions ou films internationaux sont censurés dans de nombreux pays parce qu'ils contiennent des contenus dits LGBTI. Et donc cette censure et ces interdictions nuisent à des discussions. En fait, ça empêche d'avoir des débats sur les droits des personnes LGBTI. C'était notamment le cas l'année dernière au Kenya avec la sortie du film Rafiki, qui avait été ovationné à Cannes. C'était le premier film kenyan qui était sélectionné à Cannes et qui était dans le même temps interdit dans son pays. Mais donc aujourd'hui, il y a 70 pays qui pénalisent encore les relations sexuelles consenties entre hommes. Il y en a une trentaine en Afrique, 10 en Amérique, 23 en Asie et 6 en Océanie. Et il y a 40 pays qui pénalisent spécifiquement les femmes. S'il n'y a pas autant de pays qui pénalisent les femmes, c'est pas pour autant que les lesbiennes ne subissent pas de discrimination ou de violence. Au contraire, dans les pays où la loi ne pénalise pas directement les lesbiennes, cette répression, cette pénalisation, elle est en quelque sorte déléguée aux familles. Et donc voilà, les femmes lesbiennes, elles sont aussi persécutées que les hommes gays, elles sont soumises à d'autres persécutions, à des mariages forcés, à des viols correctifs, parce qu'il y a encore cette idée que si la femme connaîtrait la pénétration, elle changerait d'orientation sexuelle. Et voilà, enfin, ces réalités, elles existent, et donc c'est pas parce qu'il n'y a pas de loi qui pénalise directement les lesbiennes que leur situation est différente pour autant. Mais en dehors de la pénalisation directe par la loi, il y a aussi d'autres formes de pénalisation qui surgissent. Donc il y a de plus en plus d'entraves aux associations, il y a de plus en plus les ONG ou les associations sont obligées de se déclarer en agents de l'étranger, et donc là encore on nuit à leur financement, on nuit à leur action et on nuit à leur utilité publique, que ce soit sur les questions LGBTI ou même sur les questions de lutte contre l'IST ou le VIH. On empêche du coup les associations d'exister. Il y a les lois de moralité ou d'interdiction de promotion de l'homosexualité, donc c'est par exemple en Russie, mais depuis il y a plein d'autres pays qui ont empiété le pas, qui empêchent toute parole publique auprès des mineurs, mais du coup en fait, comme il y a des mineurs qui sont susceptibles d'être un peu partout dans l'espace public, ça interdit toute parole publique de l'homosexualité. Et donc ça aussi, ça entraîne un ostracisme et des discriminations, et tous les discours de haine qui entourent les débats autour des questions LGBTI entraînent des violences pour les personnes. Il y a aussi des bonnes nouvelles. Il y a quand même de plus en plus de pays qui dépénalisent l'homosexualité et qui protègent contre la haine et les violences, parce que c'est bien de dépénaliser, mais il faut aussi aller au-delà, c'est-à-dire protéger des discriminations et des violences. Et donc depuis, malgré tout, il y a de plus en plus de pays qui ouvrent le mariage aux personnes de même sexe. Aujourd'hui, il y a 28 pays qui autorise le mariage pour les couples LGBTI, quand la France a ouvert le mariage pour tous et toutes en 2013, la France était le 14e pays. Donc depuis, voilà, on est passé de 14 à 28, ça avance toujours trop lentement, mais ça avance. Donc on peut quand même s'en réjouir. Et donc le travail d'Amnesty de manière générale sur les droits humains, c'est principalement sur 3 piliers. C'est d'abord la recherche, c'est des chercheurs et des chercheuses qui sont sur le terrain et qui centralisent, qui vérifient les informations sur les possibles et les graves violations des droits humains,
qui publient des rapports, et ensuite ces rapports, on essaye il y a une certaine médiatisation, une communication auprès du grand public pour sensibiliser l'opinion, et ensuite il y a tout un travail de plaidoyer auprès des décideurs politiques pour améliorer la situation ou changer, essayer d'améliorer la situation, voire changer des lois. Mais en ce qui concerne la dépénalisation universelle de l'homosexualité dans le monde, la stratégie d'Amnesty elle est un peu différente, parce qu'on s'est vite rendu compte que la médiatisation dans certaines régions du monde, elle était contre-productive. Et par exemple en Afrique, où les médias instrumentalisaient les questions LGBTI. Et donc le travail d'Amnesty, par exemple, en Afrique sur la dépénalisation, c'est plutôt un travail de souterrain, et un gros travail de plaidoyer et de recherche en lien avec les associations locales. Mais il n'y a pas de médiatisation, parce qu'on s'est rendu compte que ça n'aboutissait pas, et au contraire, ça pouvait même se retourner contre les personnes concernées qui pouvaient du coup être victimes de nouvelles vagues de haine dans ces pays. Et pour comprendre la stratégie d'Amnesty aujourd'hui, il faut remonter à l'histoire de ces lois qui existent dans le monde et à la colonisation parce que dès qu'on essaie de travailler pour la dépénalisation universelle de l'homosexualité ou qu'on essaie de travailler sur l'homophobie par exemple dans de nombreux pays, on nous ramène toujours à la tradition, à la culture de ces pays où l'homosexualité serait étrangère et ce serait l'Occident qui voudrait imposer l'homosexualité dans ces pays. Où, ce serait les traités internationaux, quand les États les ont signés, ils ne mentionnaient pas explicitement les questions LGBTI. Alors, tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Bon, moi, je l'interprète d'une façon qui englobe tout le monde, mais certains États disent que pour eux, il n'y a pas d'homosexuels, donc quand ils ont signé ces traités, ils ne partaient pas du principe de protéger les personnes LGBTI. Et donc ce qu'on essaye de faire, c'est d'utiliser les instruments qui sont non occidentaux. Donc, par exemple, en Afrique, il y a la Charte des droits et des peuples africaine, la Charte africaine des droits et des peuples. Donc c'est pareil, c'est une déclaration des droits humains qui est un instrument purement africain, fait par les États africains pour eux-mêmes. Et ils ont adopté une résolution en 2014 qui vise à protéger les personnes LGBTI, enfin les personnes en raison de leur orientation sexuelle ou identité de genre réelle ou supposée. Et donc cette résolution, elle est très claire, elle est adoptée par des États africains pour les États africains et elle interdit les discriminations, les violences, donc il faut arrêter les lois qui les pénalisent. Et si le débat il est aussi tendu sur ces questions de colonisation et d'Occident, c'est que s'il y a quelque chose que l'Occident a amené en Afrique, c'est l'homophobie, c'est pas l'homosexualité. Les différentes homosexualités et identités de genre sont présentes dans toutes les ethnies et partout dans le monde, mais en plus il y a plein de recherches universitaires, scientifiques qui montrent qu'il y a des mariages entre lesbiennes qui ont été répertoriés dans plus de 40 groupes ethniques un peu partout en Afrique. Il y a des peintures rupestres qui ont été répertoriées au Zimbabwe il y a plus de 2000 ans. Des exemples comme ça, il y en a plein. Il y a plein de langues dans les ethnies Yaruba, Yusu, qui mentionnent les personnes qui ne se conforment pas à la normalité, à la normalisation, aux normes de genre qui étaient adoptées, en tout cas à l'époque chez nous, en Occident. Et donc ce qu'on a voulu faire, ce que l'Occident a fait lors de la colonisation, c'est contrôler la sexualité des personnes africaines, qui étaient considérées comme un havre contre nature, alors que nous on voyait la sexualité comme quelque chose qui était purement hétérosexuel et qui était uniquement lié à la procréation. Et ils se sont rendus compte que c'était pas le cas dans certaines ethnies en Afrique. C'est pas pour autant que c'était forcément mieux ou moins bien, c'est juste qu'il y a une certaine tolérance qui existait, en tout cas, et les lois qui existent aujourd'hui, elles proviennent de la colonisation. Si la France a dépénalisé l'homosexualité à la Révolution, on a quand même été pénalisé l'homosexualité au Cameroun, on a participé à la pénalisation de l'homosexualité en Tunisie, et donc si on part pas de ce postulat-là que c'est les pays occidentaux qui sont responsables de la pénalisation dans de nombreux pays, on n'arrivera pas à obtenir cette dépénalisation. Et c'est pour ça que quand c'est des pays occidentaux qui disent qu'il faut dépénaliser, le message n'est jamais bien reçu, parce que c'est une nouvelle forme de colonisation. De même quand l'Union européenne, vous êtes libre de penser de ce que vous voulez sur ce sujet, parce que même moi c'est toujours pas très clair, mais quand l'Union européenne donne des aides au développement et qu'elle conditionne ces aides à des politiques anti-discrimination ou à la fin de certaines lois, pour certains pays africains, c'est considéré comme une nouvelle forme de colonisation. C'est des pays européens qui nous disent comment on doit légiférer dans nos pays. Donc du coup, en tout cas, ça fonctionne pas très bien, ce mode de pouvoir entre les États. Et donc du coup, la stratégie qui est adoptée aujourd'hui, c'est vraiment de se référer aux instruments qu'eux-mêmes ont, à la Charte des droits et des peuples, la Charte africaine, aux engagements qu'eux-mêmes ont pris, en toute connaissance de cause cette fois. Et donc on espère que
que ça pourra à terme fonctionner. Il y a de plus en plus de pays quand même qui dépénalisent. Il y a eu quand même plein de bonnes nouvelles cette année. Il y a eu l'Angola, le Botswana, il y a eu l'Inde l'année dernière. Donc voilà, la marche va dans le bon sens et on arrivera à baisser ce chiffre de dépénalisation. L'ONU espère qu'à l'horizon 2030 ou 2040, on arriverait à cette dépénalisation, ce qui me semble beaucoup trop tard pour les personnes concernées dans les pays. Mais bon, il y a moyen, à force de trop forcer les choses aussi, on arrive à des situations inverses où les personnes qui vivent dans un pays où l'homosexualité est pénalisée, c'est forcément compliqué, mais les lois sont, si elles existent, ça entraîne forcément un ostracisme et des discriminations, mais elles ne sont pas toujours appliquées. Et lorsqu'on pousse trop un État à légiférer ou à changer la loi, ça peut entraîner des persécutions pour les personnes qui étaient en fait à peu près tranquilles si on veut. Donc il faut faire aussi très attention à la manière dont on travaille sur ces sujets. Et c'est là où aussi les universitaires et les chercheurs peuvent aider. Donc je ne sais pas, à Paris 13, quelles sont les études que vous menez, mais on a besoin de recherches sur l'homophobie et l'homosexualité ou les différentes identités de genre en Afrique. On a besoin que ces recherches soient faites avec des chercheurs africains ou en lien avec des universités africaines. Donc je ne sais pas si à Paris 13 il y a des bourses ou il y a des partenariats avec les universités en Afrique, mais je sais que le bureau de Dakar, par exemple, a un bureau qui traite des questions LGBTI. Et donc il faut soutenir aussi les actions locales. Et c'est ce que fait Amnesty dans la formation, dans l'aide matérielle ou dans l'accompagnement d'associations locales. On essaye d'accompagner les militants pour que cette dépénalisation, elle vienne du terrain et des personnes concernées sur place. Voilà. Donc est-ce que déjà sur la présentation de ces deux associations, sur les problèmes qui ont été soulevés, vous avez des questions ou des remarques déjà? Oui. Ah pardon, excusez-moi, je suis... Oui, je voulais faire un petit ajout. Je suis parfaitement d'accord avec l'idée qu'il faut vraiment être en lien avec le tissu local. Effectivement, le danger de l'argument de la colonisation version moderne, entre guillemets, c'est un argument vraiment pertinent. Mais pour autant, il ne faudrait pas oublier aussi que l'avantage de notre mouvement Amnesty International, c'est qu'il est justement mondial. Et donc on peut quand même s'appuyer sur des sections dans le monde entier pour faire passer des messages universels et notamment faire un travail de plaidoyer. Puisque la dépénalisation universelle, elle ne pourra être obtenue que si justement ça vient aussi de l'intérieur de chacun de ces continents, et pas seulement le continent européen par exemple, ou nord-américain. Donc c'est très important effectivement de pouvoir s'appuyer sur des sections locales, des sections nationales, de façon à faire changer les lois pays par pays, mais aussi de faire un plaidoyer très intense au niveau de l'ONU notamment, ou également l'Union africaine en effet. Donc c'est vraiment un élément très important, le plaidoyer, puisque parfois la mobilisation militante, elle est plus ou moins facile, selon où on vit, évidemment, qu'organiser ne serait-ce qu'une marche de fierté. Amnesty a également soutenu des marches dites à risque. Par exemple, moi je l'ai fait à Bratislava, je ne sais pas si Sébastien l'a fait aussi dans d'autres pays, mais parfois c'est aussi une façon de montrer notre soutien que d'être présent et d'encourager bien sûr la police à faire un travail un petit peu plus efficace et montrer un peu moins de paresse à protéger les manifestants. Donc il y a la mobilisation militante à travers les pétitions qu'on fait circuler dans le monde entier, il y a le plaidoyer qui peut quand même faire une différence tout en ayant, je l'insiste comme toi Sébastien, présent à l'esprit ce risque que ce soit perçu de manière complètement déformée. Et qu'il faut vraiment prendre ça en compte pour être sûr qu'il n'y ait pas d'effet contre-productif à notre mobilisation. Merci beaucoup. D'autres remarques ou d'autres questions? Quelqu'un? Oui. Bonjour. Du coup, j'avais une question. Dans votre travail de prévention, votre travail de militantisme, est-ce qu'il y a certains arguments ou une certaine approche que vous prenez qui marche mieux, qui réussit mieux à convaincre ou à... Oui, je vais essayer de répondre rapidement parce que c'est tout un processus. Et puis nos interventions, pour parler principalement peut-être des interventions au milieu scolaire, dont on voit une partie du travail dans les petits papiers, c'est un élément de ces interventions-là. Donc je vais essayer de présenter un peu rapidement. Nous on intervient donc là par exemple en Île-de-France dans des classes de la 4e à la terminale, dans leur classe, dans un mode qui est plutôt de débat,
où eux-mêmes fixent leurs règles de débat. Donc c'est pas une position de on apporte un savoir et après ils en font ce qu'ils veulent. On essaye de les inclure dans ce débat-là et que au fur et à mesure du débat, ce soit plus un échange entre eux. Voilà. Moins on intervient, mieux c'est. Même si on a quand même en tête un petit fil qui permet de déclencher un petit peu la parole. On part des discriminations de manière générale pour aussi concerner tout le monde. On s'attarde pas mal sur le sexisme parce que finalement les questions de genre ça ne concerne pas que les personnes LGBT et tout le monde des fois a un problème avec ce qu'on nous impose ou ce qu'on impose à notre genre, au fait qu'on soit garçon ou fille. Donc déjà là c'est une manière aussi d'inclure tout le monde par rapport à cette question-là. Et puis après, avec le savoir des élèves, parce qu'ils ont un savoir dans les classes sur ces questions-là, on essaye de mettre des mots sur les choses, sur les termes lesbiennes, gays, sur le type de discrimination qu'ils peuvent vivre. On parle des personnes intersexes, des personnes trans, en fonction des mots qui viennent aussi d'eux. Donc parfois, les mots, ce sont aussi des insultes, et on essaye d'en parler. Et puis après, on essaye aussi de parler un peu de la loi et des conséquences des discriminations. C'est aussi une des raisons de notre venue. Et ce que vous pourrez voir dans les petits papiers, c'est une partie un petit peu, une seconde partie dans ces interventions pour permettre aux élèves de poser des questions qu'ils n'auraient pas forcément pu poser facilement dans le groupe. On leur permet d'écrire une question de manière anonyme. Et là, vous verrez qu'il y a plein de sujets qui ressortent et plein de tabous, de préjugés, de choses qui reviennent. Et on essaye de répondre à toutes ces questions, ou en tout cas qu'il y ait une réponse dans la classe. L'objectif de l'intervention, c'est pas de convaincre, c'est d'apporter peut-être une petite graine et au moins de débroussailler le sujet, qu'il soit plus tabou. Et c'est aussi bien quand on entend dans la cour après ou quand on croise des élèves ça m'est arrivé, qui sortent du réfectoire et qui parlent encore du sujet dont ils ont parlé le matin. Nous on est venus sur 2 heures et peut-être que la parole a démarré en tout cas. Les esprits n'ont peut-être pas changé, les positionnements non plus pour l'instant, mais en tout cas la parole est un peu plus libérée. C'est la même chose quand on intervient en entreprise ou auprès des enseignants. Parfois, ils n'ont jamais eu l'occasion d'aborder ne serait-ce que le sujet. Voilà. Si j'ai pu expliquer assez brièvement la démarche. Du coup. Oui, et pour nous, en termes de sensibilisation, à Amnesty aussi, on fait des interventions au milieu scolaire, et j'en ai fait quelques-unes cette année sur les questions LGBTI, et du coup, voilà, tout ce qu'on essaye de discuter sur les questions internationales, c'est la place de l'Occident dans cette pénalisation, et quand on parle de la France comme pays ou comme philosophie des droits de l'homme, c'est de rappeler qu'avant, la France, il y avait plein de choses qui se sont passées, et que l'une des plus vieilles chartes des droits de l'homme au monde, c'est une charte africaine, c'est la charte de Mandé, et c'est une des plus vieilles, et donc voilà, la philosophie des droits de l'homme, c'est pas quelque chose d'occidental, je reste convaincu que les droits humains sont universels et indivisible, mais en tout cas c'est une question de stratégie après. Donc en termes de plaidoyer par contre, ce qu'on fait c'est qu'on se repose sur des chiffres, des témoignages, on se base uniquement sur les recherches sur le terrain d'Amnesty, et parce que quand on va voir les ambassades ou les chefs d'État africains, qu'on leur parle de la répression, de la pénalisation des personnes LGBTI dans leur pays, ce qu'ils nous répondent c'est ok, il y a une loi aujourd'hui qu'elle existe, mais elle n'est pas forcément appliquée ou elle n'est pas appliquée. Et en fait, c'est faux. Donc nous, notre travail, c'est de collecter les arrestations et de leur montrer qu'il y a des cas d'arrestation, il y a des condamnations, il y a des persécutions, et on se base vraiment sur les témoignages et sur nos recherches. Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais... Et après, pardon, j'en rajoute un peu. Parce que quand j'ai un micro, après, je m'arrête. Mais après, je suis désolé. Mais en plus, chacun peut agir. L'année dernière, on a organisé un sommet des défenseurs des droits humains à Paris. On a regroupé plus de 150 défenseurs des droits humains partout dans le monde. Et il y avait aussi de nombreux défenseurs des droits des personnes LGBTI qui étaient là, qui venaient de partout dans le monde. Et du coup, aujourd'hui, il y a une pétition sur le site d'Amnesty pour qu'on arrive à protéger les défenseurs des droits humains. Et donc, en sortant de cette conférence, vous pouvez vous aussi tous aller sur le site d'Amnesty et signer cette pétition pour protéger les défenseurs des droits des personnes LGBTI qui sont aujourd'hui persécutés parce qu'ils sont défenseurs des droits. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou d'autres questions?
Donc, moi, je voudrais... Il y a deux choses. Déjà, est-ce que donc, nous sommes là sur le... Ah, pardon. Merci pour votre présentation. J'ai une question un peu technique au fait sur la procédure judiciaire aujourd'hui pour changer d'état civil pour les personnes transgenres. En quoi consiste cette procédure en fait? Je peux commencer, tu complètes si tu veux. La loi a changé en 2016 par la loi Justice 21. Avant, les personnes trans étaient obligées de se stériliser ou de passer par des opérations de changement d'état civil pour obtenir un changement de papier. Voilà, ils étaient obligés de passer par des opérations de stérilisation. Une fois qu'on était opéré, donc il y avait un parcours médical, on pouvait demander le changement d'état civil devant un juge. Donc ce que la loi Justice 21 a changé en France, ce qui n'est pas le cas, il y a encore plus de 25 pays en Europe qui continuent de demander une stérilisation pour les personnes trans. Ce qu'a obtenu cette loi, c'est qu'on a démédicalisé le changement d'état civil. Et donc aujourd'hui, on n'a plus besoin d'avoir des traitements hormonaux ou des chirurgies pour demander le changement de sexe à l'état civil, mais on est toujours obligé de passer devant un juge. Et donc une des demandes des associations et d'Amnesty, c'est de faciliter le changement d'état civil et que ce changement ne passe plus par un juge qui est soumis à... Enfin, même s'il est plus censé prendre les dossiers médicaux, en fait, on se rend compte que depuis 2016, il continue à le faire et que les personnes concernées, elles essayent de monter le dossier le plus complet possible. Donc, elles rajoutent des dossiers, des dossiers ou des certificats médicaux. Et donc, même si on a une loi qui est censée interdire cette pratique, dans la réalité, ça existe encore, même s'il y a eu des rappels du défenseur des droits sur la question. Et en tout cas, il faut toujours passer devant le juge. Donc, la demande, c'est que le changement d'état civil puisse se passer devant un notaire ou en mairie, devant un officier d'état civil. C'est vraiment sur l'autodétermination des personnes trans. C'est vraiment la personne qui est le plus à même de savoir comment elle s'identifie, et donc elle ne devrait pas avoir besoin de passer devant un juge pour que lui décide comment la personne, si c'est un homme ou une femme, ou en dehors de ces cases. La stérilisation était obligatoire? Oui. Et c'est encore obligatoire dans de nombreux pays en Europe. Parce qu'on partait du principe c'est vachement binaire, hein. C'est soit l'un soit l'autre, on est soit homme soit femme, on ne peut pas être entre les deux. Il y a deux cases en France, donc on pouvait pas être considéré comme une femme si on avait encore des organes sexuels masculins ou l'inverse. Et donc il partait du principe qu'il y avait pour être considéré comme femme ou homme, il fallait avoir abouti à une certaine transition et avoir subi un certain nombre d'opérations qui, de fait, stérilisaient les personnes. Quand on prend des traitements hormonaux ou on a des opérations de changement de sexe, ça aboutit juste à une stérilisation. Alors que et avant, on pouvait pas non plus, avant 2013, pour remonter un peu dans le temps, quand il n'y avait pas le mariage pour les personnes de même sexe, ces personnes ne pouvaient pas se marier, ou alors il y a certaines personnes trans qui arrivaient à se marier parce qu'elles étaient considérées comme des couples hétérosexuels pour l'État, alors que c'était pas le cas. Donc non, il y avait vraiment cette obligation de stérilisation, elle existe encore dans de nombreux pays dans le monde et dans de nombreux pays européens. Et vous pouvez aller sur le site de Transgender Europe, qui est une ONG européenne sur les droits des personnes trans, qui fait une super carte des pays, des États et des législations, qui montre les pays où il faut encore passer devant le parcours médical pour changer de sexe à l'état civil. La seule chose qu'on peut faire simplement sans passer devant un juge, c'est changer son prénom en mairie, assez simplement. Mais c'est la seule chose simple, voilà, qui est plus ou moins simple selon... Voilà, il faut quand même un témoignage de l'entourage qui certifie aussi qu'on vous appelle bien par ce prénom aussi. Il y a un certain temps... Voilà, ouais. Voilà, c'est la mesure la plus simple, même si elle n'est pas simple, qui a été un peu simplifiée. Mais c'est pas suffisant encore, effectivement. Et à la mairie, ça veut dire sur les papiers d'identité aussi? Oui. D'autres questions? Donc moi j'en avais deux. On est là sur le territoire de la Seine-Saint-Denis. Est-ce qu'il y a une particularité, enfin, au niveau de la Seine-Saint-Denis? Est-ce qu'il y a davantage peut-être de manifestations homophobes que sur certains autres territoires? Et tout à l'heure vous disiez que en fait paradoxalement il y avait beaucoup d'avancées, et qu'en même temps, ces avancées s'accompagnaient d'une montée de l'homophobie. Est-ce que vous pouvez un petit peu développer ce paradoxe? Effectivement, il y a certains changements de loi qui ont été plutôt bénéfiques, mais ça doit, pour moi en tout cas et pour l'association, s'accompagner aussi d'un changement des mentalités de manière plus générale. Pour ce qui est des chiffres sur la Seine-Saint-Denis, moi j'ai pas de chiffres particuliers,
Je sais qu'on est c'est le département dans lequel on fait le plus d'interventions. Je pense plus d'interventions en France au nom des SOS homophobie. Donc on est très sollicité ici sur les questions de vivre LGBT à Paris ou en banlieue, puisque c'est peut-être la question spécifiquement en Seine-Saint-Denis. J'ai pas beaucoup de chiffres, il y a quelques témoignages effectivement qui montrent que c'est pas forcément simple pour se balader dans la rue quand on est un couple de gays ou de lesbiennes. Déjà c'est simple, ou quand on rentre pas dans les stéréotypes de genre classiques attendus. C'est pas forcément simple, mais ça l'est pas forcément à Paris non plus. Il y a eu quand même pas mal d'agressions qui ont eu lieu récemment à Paris. Donc je dirais pas que c'est forcément lié au territoire. Voilà, je sais pas ce que tu veux rajouter. Je suis d'accord avec toi en plus, mais en France, il faut voir qu'il y a une inégalité entre les territoires, entre les politiques des territoires. Donc voilà, si la Seine-Saint-Denis est hyper sensibilisée par SOS homophobie, c'est hyper chouette, mais ça veut dire qu'il y a d'autres territoires qui le sont moins. Et donc on a tendance à se focaliser sur la banlieue parce qu'on a l'impression que toutes les violences en France proviennent des banlieues, alors que quand on regarde les témoignages de SOS homophobie ou les manifestations des violences sur les réseaux sociaux, la plupart du temps, elles ne proviennent pas des banlieues, elles proviennent de grandes villes ou du centre de Paris, dans le Marais. Et quand tu parles des grandes avancées qui sont liées à des crispations, ben voilà, il y a la loi sur le mariage pour tous, elle n'a pas été obtenue sans quelques violences et sans quelques discours de haine. Et donc ce qu'on observe, et ce que SOS Homophobie observe très bien, c'est qu'à chaque fois qu'il y a des débats ou des discours toxiques dans la société qui sont tenus par des personnalités ou des personnalités politiques, et ben ça entraîne ça légitime une certaine forme de violence au sein de la société, et donc ça a entraîné une augmentation des violences et des actes LGBTI-phobes dans la société. Mais après, il y a quand même plein d'initiatives, au contraire, dans les banlieues, qui sollicitent vachement SOS Homophobie, je l'apprends, et qui organisent aussi, qui ont organisé l'année dernière la première Pride en banlieue, et ils nous ont déjà sollicité pour organiser la prochaine cette année. Donc il y a plein d'initiatives qui existent, en tout cas. Alors je ne sais pas si c'est lié à cette Pride, mais je suis intervenu dans une classe de 5e, ce qui est assez exceptionnel à Saint-Denis. Et c'est la classe que j'ai ressentie comme étant la plus ouverte sur la visibilité des personnes LGBT. Donc peut-être que je ne suis pas sûr que ce soit forcément lié directement, mais je suis sûr qu'en tout cas plus de visibilité et en banlieue et dans l'espace public de manière plus générale a un effet assez évident. Ils étaient vraiment très défenseurs des personnes LGBT. Ils disaient mais oui, mais on en rencontre dans la rue, on en voit et c'est pas choquant. Dans d'autres territoires, c'est pas forcément évident, et dans des établissements à Paris, c'est pas forcément mieux reçu. Oui, je voulais ajouter un petit mot à ce que vient de dire Sébastien quand il parlait du débat, entre guillemets débat d'ailleurs, sur le mariage pour tous et toutes. Il faut quand même rappeler que le mouvement La Manif pour tous, il n'était pas présent en banlieue. Il n'est pas né en banlieue, il est plutôt né dans le 16e arrondissement de Paris. Donc je pense qu'il faut vraiment faire attention à une médiatisation excessive des agressions en banlieue, alors qu'elles sont tout aussi nombreuses à Paris. Et là, pour le coup, on a des chiffres avec non seulement SOS, mais d'autres chiffres tout à fait officiels. Et donc je pense que c'est effectivement dangereux de penser que c'est davantage en banlieue qu'il y aurait des risques, puisqu'en fait c'est avant tout la visibilité qu'on leur donne à ces agressions qui varie. Et alors, en parlant de visibilité, c'est aussi la visibilité des personnes LGBTI qui fait, paradoxalement ou pas, croître le rejet et l'envie de les faire rentrer dans leur placard vite fait. Et donc, pour répondre à la question que tu as posée il y a déjà un petit moment, moi, un début de réponse que j'aurais envie de faire, c'est que les revendications, plus elles sont nombreuses et plus elles sont portées haut et fort, plus elles vont aussi encourager des personnes qui ne supportent pas cette idée que l'homosexualité puisse même exister, de donner envie d'être violent et de vraiment avoir un rejet très très fort. Donc c'est pas pour autant qu'il faut arrêter de militer, au contraire, mais je pense que c'est l'une des explications possibles. C'est vraiment insupportable parfois pour des personnes de voir juste deux personnes se tenir par la main ou pire encore entre guillemets s'embrasser. Ça devient intolérable encore plus que de savoir que ça existe simplement. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus lâcher et qu'il faut aussi continuer de revendiquer, de se montrer, parce que ça finira par changer quand même. Et ça change, on le voit avec les chiffres des SOS homophobie, qu'il y a de plus en plus d'acceptation des personnes LGBT, donc ça change.
Sur le rôle que peut jouer l'université ou l'école, on en a déjà beaucoup parlé, hein, sur toutes les interventions que vous faites, sur les nécessités de mener des recherches, ça on en a parlé. Donc juste, puisque là, il y a beaucoup de gens qui s'en vont, est-ce qu'on peut juste terminer sur la position respective de vos associations sur la PMA ? Oui, alors c'est encore en cours, donc moi j'ai peu l'occasion de m'exprimer là-dessus parce qu'on intervient dans les classes et dans les entreprises et que c'est pas forcément un sujet qu'on aborde. Mais donc la position et tous les points n'ont pas été votés. Là pour l'information, ça a été passé dans une première étape à l'Assemblée nationale. Ça a été voté, la PMA pour toutes. Avec quelques points encore qui restent peut-être à affiner, qui ne sont pas totalement satisfaisants. Mais globalement, l'esprit de la loi est plutôt positif en tout cas, sur l'évolution et l'accès justement aux couples de lesbiennes à la PMA. Mais je ne sais pas si c'est concret pour vous. L'homoparentalité, la PMA, si tous ces concepts sont connus de vous tous, du coup, et de ce que va changer la loi, justement. Peut-être que tu veux... Oui, parce que je suis souvent sollicité par SOS Homophobie pour signer des tribunes communes, donc nos positions se rejoignent quand même beaucoup. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la France est un des seuls pays à avoir ouvert le mariage pour toutes et tous et de ne pas avoir associé cette ouverture du mariage à une ouverture des droits homoparentaux. Et donc en fait, la plupart des pays ont ouvert les deux en même temps, le mariage et la procréation médicalement assistée. À partir du moment où on met fin à des discriminations dans le droit de mener une vie familiale normale, on met fin à toutes les discriminations. Mais en France, on a plein d'imagination, et donc on a continué à discriminer les personnes lesbiennes principalement, mais aussi les femmes seules dans la PMA. Et donc ce que demande Amnesty, la position d'Amnesty elle est assez simple sur la PMA. Amnesty se positionne pas pour ou contre la PMA, Amnesty s'en fout de la PMA, ou se pose pas la question sur l'éthique ou la manière dont les techniques médicales sur la PMA, mais part du principe qu'à partir du moment où ça existe, ça doit exister sans discrimination pour tous et toutes. Et donc, comme aujourd'hui la PMA existe pour les couples hétérosexuels depuis longtemps, elle devrait exister de la même façon, c'est-à-dire remboursée aussi au même titre pour tous les couples et les personnes seules. Et donc justement, si on a un projet de loi qui veut mettre fin à des discriminations, la demande d'Amnesty, c'est qu'ils mettent fin à tous les critères de discrimination. Et donc l'identité de genre, c'est aussi un critère de discrimination. Les personnes transgenres, elles ont aussi le droit de fonder une famille. Et donc une des demandes des associations, c'était aussi que la PMA soit étendue aux personnes trans. Pour le coup, ça a été rejeté à l'Assemblée nationale. Et il y a honnêtement peu de chances que ce soit le Sénat qui revienne là-dessus. Oui. Mais bon, on ne sait jamais. Donc c'est une avancée parce que ça fait 8 ans qu'on est censé, qu'il y a tous les comités experts, institutions françaises, défenseurs des droits, comités d'éthique, tout le monde s'est prononcé en faveur de l'ouverture de la PMA. Donc aujourd'hui on a un projet de loi qui va ouvrir la PMA pour les femmes seules et les femmes lesbiennes, et c'est tant mieux, même si aujourd'hui l'établissement de la filiation est toujours pas très clair parce qu'il prévoit un régime spécifique à part pour les lesbiennes. Donc à partir du moment où on établit une filiation, ça devrait être la même aussi, peu importe l'orientation sexuelle des parents. Donc ça, j'espère que ça va évoluer. En tout cas, ils ont déjà voté contre l'ouverture de la PMA aux personnes transgenres, donc c'était vraiment l'opportunité de mettre fin à toutes les discriminations et c'est dommage d'avoir raté cette étape. Je voudrais vous poser une dernière question à tous les deux, si c'est la dernière, je pense, je sais pas. Ça serait de savoir comment vous répondez à l'argument religieux qui revient quand même souvent, et dans différentes religions, je le précise. Et donc, j'aimerais savoir comment vous avez eu l'occasion de répondre à ce type d'argument. Alors, pour y répondre dans l'éducation nationale, il y a certaines limites qui sont posées. Moi, je pars du principe que je respecte les positionnements sur les LGBT-phobies qui sont formulés. Je ne peux pas faire autrement que de respecter la parole des élèves sur ça, par exemple. Ce que je dis, c'est qu'il y a des personnes LGBT qui sont athées ou qui sont pratiquantes, et qu'il y a la liberté de culte, et que beaucoup essayent de concilier les deux. Quelque chose qu'ils n'ont pas choisi, peut-être leur identité de genre, leur orientation sexuelle,
et une religion qu'ils veulent continuer à pratiquer, et qu'il existe des associations pour ces gens-là dans différentes religions d'ailleurs. Et donc nous on se limite un peu à ça sur l'aspect religieux. Je veux bien d'autres réponses ou d'autres arguments qui permettraient de peut-être en parler sans forcément remettre en cause voilà, les croyances de chacun. Oui, nous ce qu'on dit, mais on part du principe qu'on parle des études de genre qui montrent que les normes en matière de genre, elles ne sont pas les mêmes en fonction de où on se trouve géographiquement, en fonction des pays, elles ne sont pas les mêmes en fonction du temps. Donc tout est sujet à interprétation, et donc c'est les hommes, parce qu'on vit dans un monde patriarcal, qui ont interprété un certain nombre de choses en faveur ou au détriment du droit des femmes. Et donc quand la question de la religion se pose, on part du principe que tout est sujet à interprétation, et je ne suis pas théologien, mais bon, mon interprétation elle s'arrête à un moment donné, mais que tous les textes, et vraiment l'ensemble des textes religieux qui condamnent l'homosexualité, en réalité condamnent le viol. Et voilà, toutes les histoires dans les textes, donc, pour le coup c'est des théologiens qui expliquent ce que je répète, qui expliquent que ce que les religions condamnent, c'est des sociétés qui violaient en l'absence de consentement d'autres populations. Donc c'était je sais plus parce qu'on a pas mal parlé d'islam récemment, et dans la religion musulmane, c'était le peuple de, j'ai oublié son nom, mais qui violait les commerçants qui passaient par leur ville, et du coup le Dieu leur avait demandé d'arrêter de ce viol, et qu'en l'absence de s'ils continuaient à violer, ils allaient renverser le terrain, ils allaient condamner ce peuple, le peuple de Lot, voilà, le peuple de Lot. Et donc Sodome et Gomorrhe, c'est la même chose. En fait, ce qu'ils condamnent, c'est pas la sodomie, mais c'est la sodomie non consentie. Donc c'était vraiment le viol qui était condamné, et pas l'homosexualité en tant que telle. Et ça, après, ça a été interprété, mais ce que je vous dis, c'est aussi une interprétation par des personnes, et en fait, on peut choisir de comment on interprète ces textes. Aujourd'hui, il y a des associations qui existent, des associations religieuses, David et Jonathan pour les catholiques, il y a Homosexuels et musulmans de France pour d'autres, enfin voilà, il y en a plein, j'ai oublié le nom pour l'association. Beth Avery. Voilà. Donc c'est possible de concilier sa foi et son orientation sexuelle, et donc après, voilà, mais souvent, dans les classes, c'est vrai qu'ils partent chercher les sourates en même temps qu'on parle, donc ça peut être compliqué parfois de répondre, mais voilà, c'est la seule réponse. Généralement, ils arrivent à entendre que cette question d'interprétation, et ils sont plutôt d'accord avec ça, même si eux ne sont pas d'accord forcément avec ce que je dis, mais que c'est possible d'interpréter. Tu avais une question, peut-être ? Oui, bonjour. Moi, j'avais été interpellé par l'ampleur de la mobilisation à l'époque concernant le mariage pour tous, alors qu'on nous vend très souvent la France comme étant la patrie de l'égalité, les droits de l'homme, etc. Et j'ai le sentiment qu'à chaque fois, là on a le débat en ce moment sur la GPA, que ça crée polémique assez souvent en France, et pas forcément ailleurs en Europe d'ailleurs. Je pense notamment à un pays comme l'Espagne, qui est pourtant considéré comme étant un pays de tradition catholique très forte, etc. Où là, pour le coup, à l'époque, moi si je me trompe, mais le mariage pour tous n'avait pas créé de mobilisation aussi importante qu'en France. Et systématiquement en France, alors qu'on nous vend à côté, à chaque fois, la France comme étant, encore une fois, à l'avant-garde, donc c'est l'avant-garde éclairée, pour reprendre une métaphore bien connue, et à chaque fois on a ces débats qui reviennent systématiquement, et avec une mobilisation qui quand même, je trouve, assez importante. Alors comment vous l'expliquez, en fait, qu'on soit très souvent en fait à la remorque, en fait, au niveau européen, voire même parfois au niveau mondial, comment vous l'expliquez, en fait? Ça, c'est la contradiction de l'esprit français, hein, mais non, comment répondre à ta question? En fait, je pense qu'il y a plein de manières de l'expliquer, et je pourrais pas l'expliquer entièrement, mais il y a aussi un problème en France qui concerne les médias, ou comment on renvoie aussi certains mouvements et la place qu'on leur donne, qu'on donne à certaines idées toxiques ou des discours de haine dans les médias. Il y a quand même aujourd'hui Éric Zemmour sur CNews qui véhicule un certain nombre d'idées, ou voilà, LCI qui aussi donne la parole à un certain nombre de réactionnaires ou de personnalités d'extrême droite assez régulièrement. Et en fait, les médias, ils ont aussi beaucoup contribué à la naissance de ce mouvement de la Manif pour tous, parce que ils étaient quand même certes très nombreux, mais on leur donnait des lives de toutes leurs manifestations sur des chaînes publiques à longueur de journée, alors qu'à l'inverse, quand on avait des mobilisations en faveur d'un projet de loi, ce qui là encore arrive quand même très rarement, les gens se mobilisent pas souvent pour
pour soutenir un projet de loi. Et ben là, bon, pour le coup, il n'y avait vraiment aucune médiatisation de ces manifestations. Alors certes, on était aussi moins nombreux, hein, mais il y avait quand même du monde. Et donc voilà, il faut dire que les médias ont aussi un rôle dans la parole, les discours de haine dans nos sociétés. Et aujourd'hui, ça fait des l'audimat de donner la parole à des personnes réactionnaires. Et c'est ce qui explique aussi que ce mouvement a pu naître de cette façon et perdurer. Pour terminer, est-ce que vous pouvez nous rappeler enfin ce qui se passe à l'université si on est sujet à des réflexions, qu'elles soient homophobes, antisémites, quelles sont les procédures à suivre? Est-ce qu'il y a quelque chose d'organisé sur l'université? Est-ce qu'on a un recours sur l'université? Alors, l'université n'est que le reflet de la société, au fait. Donc, dans notre université, il y a des propos racistes, il y a des propos homophobes, transphobes. Et l'université de Paris 13 lutte contre toute forme de haine, toute forme de discrimination. Et il y a à Paris 13 un référent racisme, antisémitisme et anti-haine LGBT qui s'appelle M. Daniel Verba. Et il y a une adresse email à laquelle vous pouvez lui écrire pour lui faire part d'une situation à laquelle vous avez assisté ou une situation dont vous étiez victime de propos racistes, homophobes, transphobes. L'université lutte donc à travers plusieurs actions. La plus connue, c'est la Semaine pour l'égalité qui aura lieu en mars 2020, donc entre le 23 et le 27 mars. Mais aussi, c'est des actions qu'on fait durant toute l'année. Donc l'adresse email, c'est... Marie, tu as l'adresse email en tête par hasard? Non, du référent. C'est référent à univ-paris13.fr, je crois. C'est référent égalité ou Référent discrimination. Oui, référent discrimination. Mais en tout cas, si on va la mettre sur la page Facebook de l'université, c'est ça, l'adresse? De toute façon, l'adresse, elle est un peu sur les réseaux, sur le site. D'accord. Ok, donc l'adresse du référent, elle est sur l'ONT, mais on va la rendre plus visible. Et j'ai encore une interpellation, puisqu'on parle de ce que peut faire l'université, puisqu'on parlait des droits des personnes trans, voilà, il faut, je ne sais pas comment ça se passe à Paris 13, mais vous pouvez regarder est-ce que les étudiants ou les étudiantes peuvent changer de prénom assez facilement sur les listes étudiantes, qu'en est-il de l'accès aux toilettes pour les personnes transgenres, est-ce qu'on peut changer son nom sur un diplôme facilement, voilà, il y a plein de questions qui peuvent aussi se poser au sein de l'université, qui peuvent améliorer le quotidien des personnes trans. J'en profite pour rebondir, quand on dit que tout le monde peut faire quelque chose, c'est pas par rapport aux personnes trans seulement, c'est par rapport à toutes les LGBT-phobies. Effectivement, la première chose à faire, c'est être un peu en alerte quand autour de soi on entend des commentaires, on entend des remarques en disant bien sûr c'est une plaisanterie, hein, c'est censé faire accepter toutes sortes de commentaires qui sont en fait rien d'autre que des délits. Et donc voilà, moi je pense que c'est vraiment au quotidien, y compris en gardant le sourire, hein, ça ne veut pas dire qu'on doit commencer à agresser chaque personne qui va prendre la parole, mais je pense qu'on peut très bien, très calmement faire remarquer que certains propos sont juste pas acceptables. Et ça peut commencer par des choses très très anodines. Par exemple, le fait de dire, comme l'a dit ce monsieur Zemmour, que c'était un choix d'être homosexuel, bien rien que ça, c'est pas une injure, c'est pas une insulte, mais ça vaut le coup de réagir à ça. Je pense que ça vaut le coup de lancer un petit débat tout de suite avec la personne, en disant ah bon, d'accord, c'était un choix de risquer la discrimination, parfois la peine de mort, le rejet de ses parents, bon. Juste lancer le débat pour essayer un petit peu d'ouvrir les oreilles et les yeux à d'autres personnes autour de soi, c'est déjà une façon de militer finalement, et je pense que c'est vraiment à la portée de tout le monde. Moi je vous invite à poursuivre le débat qu'on a eu maintenant, finalement dans le quotidien. Voilà. Et merci beaucoup aux intervenants. Excusez-moi, j'aimerais rebondir sur ce que vous venez de dire. Par exemple, quand on traite... Avant, on parlait... Ah oui, j'aime pas parler dans le micro, je préfère parler dans le micro. On n'entend pas là. Avant, par exemple, on disait quelqu'un, on disait bon, sale con, connard. Et maintenant, on entend souvent l'insulte, bon, PD en CU de LE, parce que j'aime pas cette insulte. Est-ce que c'est quelque part positif cette banalisation de l'insulte ou est-ce que c'est inquiétant? C'est inquiétant.
Mais justement, je voulais juste rebondir sur ce que vous disiez. Il y a le concept d'allié qui est de plus en plus entendu un peu partout, mais c'est vrai que c'est important. D'abord, effectivement, on respecte la parole des personnes concernées, des personnes LGBT, des personnes trans en particulier, qui ont primauté à parler de ce qu'elles ressentent et de ce qu'elles vivent. Donc c'est plutôt notre rôle de laisser la parole aux personnes concernées, mais notre rôle en tant qu'allié aussi est très important. Donc ça passe par réagir quand on trouve qu'il y a besoin de réagir, parler autour de nous, faire des actions. Ça aussi, on n'a pas besoin d'être LGBT pour réagir. On n'a pas besoin forcément d'être victime de racisme pour lutter contre le racisme. Et bien pour les LGBT-phobies, c'est pareil. C'est pas forcément dans les têtes de tout le monde aussi. Oui, puis on entend toujours qu'on peut plus rien dire, alors qu'on peut être... La langue française, elle est riche, on peut dire plein de choses. C'est juste que les mots ont un sens et qu'enfin on s'est posé la question de qu'est-ce que ça veut dire pédé ou enculé, et pourquoi ces mots-là ou ces insultes-là avaient des répercussions et pouvaient entraîner plus de mal-être que de bien-être chez les gens, en fait. C'est juste ça. Donc, parce que là, il y a eu toute la polémique sur les stades de foot et le folklore des insultes dans les stades, même si, parce que vraiment leur argument c'est ok, on utilise des insultes homophobes mais on vise pas des homosexuels, donc ça va. Non, ça va pas. On va insulter les légumes, je sais pas, mais ou les insultez pas, ça sera encore mieux. Mais non, et voilà, les mots ont un sens et donc faut faire gaffe aux mots qu'on utilise. Il faut juste prendre, voilà, c'est une question d'empathie, de savoir que c'est des mots que les personnes ont subis, bon, voilà, enculé et pédé, c'est des insultes qu'on entend régulièrement, que plein de personnes LGBT ont été vécues d'insultes ou lors d'agressions physiques ou verbales, et que ces mots ont un sens et donc il faut arrêter de les utiliser. D'autres questions? Non, par rapport au changement de nom, alors les enseignants n'ont aucun mal on le fait tout de suite à changer le nom, on respecte le choix de l'étudiant ou de l'étudiante. Par contre, au niveau administratif, je crois que la procédure n'est pas très claire. Parce que je crois que la carte d'étudiant dépend de la carte d'identité nationale, donc tant qu'il n'y a pas de changement, ils ont du mal à changer la carte d'étudiant. Je crois que c'est possible. D'accord. Justement, donc il faut faire un petit travail sur ce thème-là, surtout que pour les examens, on identifie les étudiants par rapport à leur carte d'étudiant, donc voilà, ça cause un petit problème. Mais les enseignants, dans nos listes à nous, qu'on utilise en classe, on le fait immédiatement, il n'y a pas de problème. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Donc, comme l'a annoncé Rim, il va y avoir la nouvelle semaine égalité au mois de mars 2020 et je pense qu'on aura l'occasion de se revoir. Je pense que le programme est en cours d'élaboration, mais c'est vrai que notamment sur un certain nombre de points juridiques, enfin, on a vu qu'il y avait quelques interrogations et on pourra peut-être essayer d'organiser des interventions un peu plus pointues sur certains sujets. Quoi qu'il en soit, merci beaucoup. Donc les expositions vont rester en place. Et merci à vous.